Bienvenue sur l'épisode 59 de Plein Potentiel. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Phil Marquis, qui a participé 2 fois aux Olympiques. Il a aussi gagné une médaille d'argent au championnat du monde et 13 médailles là, sur le circuit de la Coupe du monde. Ce qu'on retient aussi de la carrière de Phil, c'est sa grande résilience tout au long de sa carrière, mais encore plus particulièrement là, à la fin, lors de ses 2e Jeux olympiques, alors qu'il a participé malgré tout, malgré une blessure là, à une jambe. Et en ce moment, là, Phil est maintenant entraîneur de ski au Colorado. J'ai beaucoup aimé cette discussion. On a parlé des Olympiques. Je lui ai demandé, est-ce que c'est possible vraiment de se préparer pour les Olympiques? Parce que c'est un événement tellement spécial, tellement d'envergure. Puis par la bande, là, en répondant à la question, il nous a parlé de ses 2 expériences là, aux Jeux olympiques, comment c'était différent entre les 2 fois. Et aussi ce qu'il a fait de différent justement après être allé la première fois lors de sa 2e participation. Il faut dire que cette 2e participation était totalement différente de la première de par sa blessure qu'il avait eue quelques semaines avant sa participation. Alors il a fallu qu'il réévalue vraiment ses objectifs, qu'il change son plan. Donc, ça a demandé vraiment une grande résilience, justement, puis j'imagine même pas la déception qu'il y a eu de devoir là, vraiment diminuer ses attentes, diminuer ses objectifs. Alors, il nous a parlé de ce moment, de cette déception, puis ce qui a fait qu'il a voulu y aller malgré tout, là. Parmi les autres sujets discutés, on a parlé de l'impact qu'il souhaite avoir là, sur les jeunes athlètes qu'il entraîne en ce moment. Aussi sur la relation qu'il avait avec son corps quand il était plus jeune, de gestion de stress et aussi de l'importance pour lui là, d'avoir un impact sur les gens qui le suivent, sur son entourage. Là. Et plus sa carrière avançait, plus c'était important pour lui cet aspect-là. Et bien sûr, on a parlé d'autres sujets aussi à travers tout ça, donc j'espère que vous allez aimer ça. Et d'ailleurs, si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas à me taguer dans vos stories sur Instagram ou encore de commenter, d'évaluer le podcast sur l'application de votre choix ou sur YouTube. Et merci là, d'ailleurs à ceux qui vont le faire. Alors, comme je le fais à chaque épisode, je vous rappelle que mon nom est Francis Lapointe, coach en psychologie du sport, et j'aide des athlètes à travailler l'aspect mental de la performance dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans la vie en général, aussi pour les artistes, donc vraiment pour toute personne peu importe le domaine qui doit faire une performance dans son travail, dans le sport, dans un domaine précis. Alors, si vous avez des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas à m'écrire ou me lâcher un petit coup de fil. Donc, vous pouvez me retrouver sur francislapointe.ca ou encore simplement m'écrire sur les réseaux sociaux qui sont dans la description de l'épisode. Alors, je ne vous retiens pas plus longtemps. Et je vous laisse avec mon épisode avec Phil Marquis. Fait que tu me parles présentement là, de Vail au Colorado parce que tu as été embauché là, récemment comme entraîneur-chef. Pour commencer, pourrais-tu me parler un petit peu de ton rôle puis les athlètes avec qui tu travailles là, à Vail? Oui, certainement. Ça fait environ 1 an et demi. Là, c'est la 2e saison que je suis à Vail, au Colorado. Ça s'est fait quand même naturellement, je te dirais, comme transition. Moi, j'ai pris ma retraite de Freestyle Canada, de l'équipe canadienne, en 2019, à la fin de l'hiver. Puis, quelques mois par après, certains entraîneurs ont commencé à faire appel à mes services. Puis Vail était une destination que je connaissais un petit peu, puis je connaissais bien le programme ici, puis je savais que c'était un des top programmes aux États-Unis. Puis on m'a offert un beau contrat avec un rôle d'entraîneur-chef pour l'équipe de compétition là, avancée là, qu'on appelle l'équipe FIS. Fait que j'ai des athlètes qui sont entre 14 et 20 ans, je dirais, en moyenne. J'en ai 8, 9 à temps plein. Puis après ça varie un petit peu. Des plus jeunes, des fois, viennent avec moi. Puis certains athlètes de l'équipe nationale américaine aussi, quand ils reviennent à la maison, puis ils passent un peu de temps à Vail, embarquent avec moi aussi. Fait que ça varie, ça fluctue selon les périodes. Puis
Non, c'est ça. Cette année, on a évidemment moins voyagé à cause de la COVID. Ça Ouais. nous a affecté aussi beaucoup aux États-Unis, peut-être un peu moins qu'au Québec, particulièrement où les restrictions au niveau du sport, puis du sport amateur, puis du sport collectif, etc., ont été assez restrictives. Ouais, ça a été géré très différemment entre les deux pays, là. Ouais, exact. Nous autres, on est capable de garder une certaine flexibilité. Oui, ça a changé, puis ça a chamboulé beaucoup nos activités. Mais ça n'a pas été long que le club de ski a mis en place des mesures restrictives et des mesures sanitaires qui nous ont permis quand même de garder un rythme d'activité relativement normal. Ce qui est Puis encore bien. une fois, Ouais, ben c'est ça, c'est génial. Surtout dans cette tranche d'âge-là, je crois que c'est Mhm. important que les adolescents aient accès à bouger, à être dehors, à faire du sport. Puis déjà que l'école est tombée virtuelle ici aussi. Fait que, disons que le sentiment d'appartenance, puis les liens avec des groupes, si on veut, ont diminué vraiment drastiquement. Puis on sait à quel point pour les ados, Mhm. ça peut être difficile. Puis on est un sport qui pratique à l'extérieur, évidemment, en ski. Fait que on a été un peu moins touché peut-être. Ouais. On a minimisé un peu l'accès aux salles de musculation, par exemple, aux séances vidéo qu'on faisait à l'intérieur auparavant. Fait que la plupart de nos activités, on les fait à l'extérieur maintenant, puis on s'arrange. Mhm. Ouais, puis c'est ça, tu parlais un petit peu de l'esprit d'appartenance, puis le besoin, en fait, de se retrouver ensemble, là, puis qui est justement un aspect important de la motivation, puis encore plus chez les jeunes, là, tu sais, qui ont besoin de ce côté-là, un peu communauté, là. Fait que ça, je trouve ça bien que ça soit le sport soit resté quand même un peu là, de votre côté. Là. Ici, heureusement, ça commence à revenir. Là. En tout cas, il y a eu des moins bons coups aux États-Unis aussi là, au niveau de la gestion de la pandémie, mais ça, c'est bien que le sport soit resté une priorité, si on peut dire. Ouais, particulièrement les sports extérieurs, justement. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est un avantage là, de ce niveau-là. Là. Ben, puis justement, là, t'en as parlé un peu là, que cet emploi-là est arrivé pas mal assez tôt après la retraite. Là. J'aimerais ça que tu me parles un peu comment ça s'est passé pour toi, la transition. Est-ce que tu étais prêt à ça? Oui, j'étais prêt. Puis, si je reviens un petit peu en arrière pour les gens qui écoutent, j'ai participé aux Olympiques en 2018, moi, à Pyeongchang. Mais j'ai participé aux Olympiques avec une blessure sérieuse à un genou. Fait que je savais que dans mon fort intérieur, je savais que c'était ma dernière expérience. C'était probablement les derniers Olympiques que j'allais faire. Puis qu'il fallait que je me fasse opérer dès que cette expérience-là prenait fin. Une fois que ça a été fait, je pense que le gros dialogue que j'ai eu à l'interne, ça a été vraiment au niveau de est-ce que j'étais prêt à arrêter après une blessure puis après une opération ou Mhm. est-ce que je voulais essayer de continuer puis terminer sur mes propres termes. Puis j'ai laissé un peu le temps passer, j'ai été bien encadré puis supporté par les gens autour de moi, particulièrement par l'équipe canadienne qui m'ont donné le temps aussi de réfléchir puis de faire ma réhabilitation. Puis je te dirais qu'au milieu de l'été qui a suivi, puis après quelques mois de réhabilitation, c'était important pour moi de revenir à un haut niveau puis de faire une dernière saison. Fait que c'est un peu Mhm. comme ça que j'ai pris ma décision de prendre ma retraite, si on veut, puis que je l'ai planifié un petit peu. Puis ça m'a permis d'avoir une année de transition un peu où j'ai compétitionné quand même à un haut niveau. Mais où j'ai eu la possibilité d'avoir le temps de me positionner un petit peu, puis de savoir un peu ce que je voulais faire un peu par après. Puis naturellement, d'expérience, puis tu sais, j'ai un grand frère aussi qui a fait du sport de haut niveau. Fait que j'avais vu un peu comment lui avait géré sa transition. Puis on entend évidemment un paquet d'histoires de dépression, puis à quel point ça peut être difficile Ouais, ouais. à tous les niveaux pour les athlètes amateurs une fois que le sport de compétition sort un peu de leur vie. Fait que ça faisait plusieurs années quand même que je me positionnais, puis que je dirais que j'agrandissais mon réseau. Mhm. Que, Tu prenais pas ça à la si, légère, dans le fond. Là. Tu savais que c'était quelque chose qui était difficile, fait que tu l'as préparé d'avance. Là. ouais, puis tu sais, j'ai pris le temps de le faire. J'ai pas tout fait en dedans de quelques mois. Là. Je pense que moi, il y a plusieurs années qui m'ont un petit peu permis de cheminer à travers ça puis de me préparer. Puis ça change rien, ça n'a rien changé sur l'intensité que j'avais quand je compétitionnais puis comme athlète. C'est juste que je prenais le temps à travers mes entraînements, à travers mes compétitions
continuer mes études, pour continuer à dire oui à des opportunités qui m'intéressaient. Fait que ça m'a permis de toucher à différents rôles. J'ai été entraîneur pendant que j'étais un athlète aussi, que ce soit dans des périodes mortes un peu comme à l'automne ou l'été. J'ai aussi travaillé dans les médias pendant un certain temps. J'ai eu quelques opportunités extraordinaires qui m'ont montré un peu ce côté-là du monde dans lequel les athlètes on vit. Tu sais, tout ce qui est journaliste, communication, on est tout le temps un petit peu dans ce milieu-là, évidemment, quand tu es un athlète de haut niveau. Puis là, moi, de prendre cette position-là, puis de mettre ces souliers-là, ça a été une belle expérience. Fait qu'à travers ma carrière, j'ai eu un paquet de moments comme ça qui m'ont appris beaucoup. Puis qui m'ont non seulement donné des expériences vraiment le fun, puis rencontrer des gens extraordinaires, mais ça m'a permis à apprendre sur moi beaucoup. Fait que quand est venu le temps de prendre ma retraite, puis de passer à autre chose, je savais déjà un peu quel genre de domaine, puis quel genre d'intérêt j'avais. Fait que pour moi, ça a été un coup dur, oui, ça a été un choc, puis c'est différent parce que tous tes objectifs à court, moyen, long terme changent assez radicalement, on va se le dire. Mais en même temps, je savais un petit peu les intérêts que j'avais, fait que j'étais pas inquiet nécessairement de où j'allais me positionner par après. Fait que, de mon côté, ça a bien fonctionné. Puis c'était-tu volontaire, justement, d'essayer différentes affaires, comme au niveau des médias et tout ça? C'était-tu volontaire, justement, de tester des choses pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour le après? Ou c'est plus des expériences qui sont venues là, un peu au hasard, là? Non, je te dirais que ça a été volontaire pour la plupart du temps. Tu sais, des fois, il y a une question d'opportunisme aussi. Des fois, on est plus au bon endroit, au bon moment. Fait que je pense qu'il y a un peu de chance aussi à travers de tout ça. Puis je pense qu'il y a un petit peu ma personne, ou du moins qui je suis. Ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sauter sur les opportunités. J'aime beaucoup la nouveauté. Je suis très curieux de base. Fait que ça n'a pas été difficile pour moi nécessairement de dire oui à ces opportunités-là. Mais c'est important de les saisir. Puis je pense que maintenant que je peux regarder un petit peu dans mon rétroviseur, je vois que ces expériences-là m'ont permis de grandir beaucoup, puis de me former au-delà de l'athlète Phil Marquis. Fait que dans mon cas, ça m'a servi beaucoup. Puis tu sais, je disais auparavant dans d'autres podcasts que je pense que ma transition est loin d'être terminée. Je pense que je suis continuellement en transition. Le coaching que je fais en ce moment aux États-Unis, c'est pas nécessairement un milieu ou quelque chose que je me vois faire à long terme, mais je trouvais qu'à court terme, c'était une opportunité que je pouvais pas vraiment laisser passer, puis ça me permettait de finir mes études en même temps. Fait que j'ai été capable de faire cheminer puis de poursuivre plusieurs intérêts en ayant un job que j'aime, dans un milieu que j'adore, travailler avec des jeunes, puis en ski, évidemment, dans un milieu que j'adore aussi, tu sais. Fait que c'était très naturel, je pense, pour moi comme transition jusqu'à présent, mais j'ai l'impression que ma transition va continuer encore pour plusieurs années. Je trouve ça intéressant que tu amènes ça parce que, tu sais, c'est vrai que de passer d'un athlète à un entraîneur dans le même sport, j'imagine que la transition est quand même smooth parce que tu pratiques encore ton sport. Puis tu le montres aux autres, en fait. Fait que tu baignes un peu là-dedans. Fait que j'imagine que ça l'aide justement à amortir un petit peu cette transition-là, puis éventuellement peut-être sortir de ça, parce que je sais que tu disais que tu voulais pas être entraîneur jusqu'à 60-70 ans. Là, fait que éventuellement, ça va être plus facile de passer à autre chose, peut-être. Là. Ouais, puis tu sais, honnêtement, ça a été... c'est encore naturel, puis c'est le fun parce que le fait que j'ai fait cette transition-là rapidement, tu sais, j'ai pas eu de période morte, si on veut. Là, moi, 3-4 mois après que j'ai pris ma retraite, j'étais dans les souliers d'entraîneur. Fait que les jeunes savaient j'étais qui. Fait que à ce niveau-là, j'avais déjà une certaine crédibilité puis une notoriété qui me suivait un petit peu. Fait que ça a rendu la transition quand même agréable aussi. Puis le fait que j'étais encore jeune, j'étais encore très athlétique, puis j'ai pas perdu grand-chose de mon ski encore parce que je skie à tous les jours finalement. Fait que ça me permet de continuer à enseigner beaucoup, mais pas simplement enseigner par la parole, mais enseigner par mes actions aussi. Fait que de temps en temps, je peux skier avec eux, je peux sauter avec eux, je peux m'entraîner en salle avec eux autres, je peux raconter des histoires qui me sont arrivées pas il y a 20 ans puis il y a 30 ans, mais qui me sont arrivées il y a quelques années seulement. Fait qu'il y a cette espèce de connexion-là qui est super le fun avec des ados de 14 à 20 ans. Je pense que ça les rejoint beaucoup. Puis encore, je peux parler d'histoires d'équipe canadienne que j'ai entretenues, puis des péripéties qui me sont arrivées avec les Michael Kingsbury, avec les Laurent Dumais, avec les Sœurs du Four-la-Pointe, avec des gens qui sont dans notre sport très connus. Puis souvent, ben c'est le fun de raconter, puis
de parler de ces histoires-là parce que c'est tellement tangible pour ces athlètes-là. Puis c'est des gens qui reconnaissent, qui voient à la télévision. Fait que pour moi, ça a porté ses fruits de faire cette transition-là rapidement comme ça. Puis j'ai beaucoup de plaisir avec mes athlètes. Là. C'est pas toujours jojo, puis c'est pas toujours parfait, évidemment, mais j'apprends beaucoup avec eux autres. C'est un peu mes cobayes dans un certain sens parce que c'est un nouveau rôle pour moi, mais en même temps, j'ai beaucoup de fun à faire ça, puis à grandir, puis à cheminer avec eux autres. Ce serait quoi les valeurs que tu as appris en tant qu'athlète puis que tu essaies vraiment de mettre de l'avant avec ceux que tu coaches maintenant? Ben, dans le sport, écoute, surtout sport amateur relativement haut niveau, je pense que l'engagement, c'est important. J'aime travailler avec des gens qui se présentent puis qui vont donner leur meilleur avec une certaine vision de toujours essayer d'être meilleur que la journée d'avant. Fait que ça, c'est important pour moi. Les gens qui se pointent de reculons, en général, j'ai pas beaucoup de facilité à travailler avec ça. Je pense le respect, c'est très classique sport, mais le respect de nos coéquipiers. Puis on travaille dans un mode d'équipe, mais on est un sport individuel. Fait que c'est important que ma collaboration puis ma communication avec mes athlètes se fasse de manière très personnelle. Mais c'est important que chacun soit là pour se supporter, pour que l'équipe puisse se soulever ensemble. Mon Dieu, à part, il y en a tellement, mais l'engagement, le respect, je pense que c'est définitivement deux qui sont au haut de ma pyramide, certainement. Ben, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais à certains niveaux, là, il y a certains entraîneurs qui vont prioriser certains puis d'autres valeurs. Là, mais c'est vrai que c'est souvent c'est des classiques, là, en fait. Là, c'est des trucs qui sont tellement importants dans le sport. On peut pas passer à côté de ça, dans le fond. Là. Non, exact. Puis je pense que ça crée un climat ou une atmosphère d'entraînement beaucoup plus agréable. Puis après ça, j'explique beaucoup à mes athlètes que l'équipe canadienne, quand je faisais partie de l'équipe canadienne, on avait beaucoup de succès parce qu'on était des amis, parce qu'on avait du fun à faire ce qu'on faisait ensemble, puis parce qu'on se poussait à l'année longue. On voit beaucoup dans le sport, on voit beaucoup les succès et les échecs où on les lie beaucoup à des événements isolés, avec des compétitions particulièrement. Mais tu sais, dans un sport comme le nôtre, quand tu as 10, 15, 20 compétitions dans l'année, mais tu t'entraînes à l'année longue, ben il y a quand même 320 jours que ce que tu fais, les gens ne savent pas ce que tu fais finalement. Tu t'entraînes, puis c'est dans ces moments-là, des fois, que c'est pas toujours facile, puis qu'il manque peut-être un peu de motivation ou de vision à plus long terme. C'est pas tout le temps le thrill de la compétition, là, tu sais. C'est ça, exact. Puis c'est dans ces moments-là que quand tu as une bonne équipe, puis tu as des collègues, puis des coéquipiers qui sont motivés, qui sont engagés, puis qui se respectent, qui s'encouragent, ben tu crées un environnement puis un univers beaucoup plus agréable, puis tout le monde est comme soulevé par cette énergie positive-là. Fait que c'est beaucoup quelque chose que j'essaie d'instaurer dans la culture de mon équipe. Il y a des jours ça marche mieux, des jours ça marche moins bien, évidemment. Mais en gros, je pense que mes athlètes ils ont bien embarqué dans mon système, puis on fait beaucoup d'ajustements justement au fil des jours, puis selon notre progrès. Fait que so far so good, j'aime ce que je fais, puis j'aime ma gang. Je t'écoutais dans une vidéo sur CBC Sport que tu parlais de quand tu étais plus jeune, tu voulais être plus grand, tu voulais être plus fort, plus large, plus gros pour jouer au football, jouer au hockey, les sports canadiens un peu. Pour toi, dans ta perception, est-ce que ton corps, c'était quelque chose qui te limitait à ce moment-là? Si on revient en arrière, absolument, 100%. Ça m'a pris du temps à accepter que j'étais plus petit, accepter mon frame, si on veut. C'est quoi ta grandeur? Je suis 5'6". OK. 5'6", 150 livres. Fait que c'est quand même un petit gabarit, mais qui m'a porté fruit beaucoup dans le ski acrobatique avec un centre de gravité un peu plus bas peut-être. Puis pour les acrobaties, puis les mouvements rapides, c'est super bon. Fait que, mais ça m'a pris du temps, évidemment. Adolescent, je pense que j'ai eu ma poussée de grandeur, poussée de croissance. De croissance un peu sur le tard, si on veut. Fait que ça m'a pris du temps. Mes amis, mon frère aussi était plus grand. Puis genre la période du secondaire là, où j'étais très actif, j'étais très, très sportif, mais j'étais plus petit que les autres. Puis j'étais un crime. Seulement, je pouvais être un peu plus grand, un peu plus large. Je pourrais tellement être meilleur. Puis, fait que ça m'a pris du temps d'accepter ça.
Mais éventuellement, j'en suis venu à terme, là, particulièrement autour de ma vingtaine où je savais que j'avais pas mal fini de grandir. Mais tu sais, l'image corporelle, je pense que ça nous affecte tous à un certain moment dans notre vie. Mm-hmm. Certains plus que d'autres, évidemment. Mais moi, mon gabarit, certainement, a eu un impact sur ma motivation ou sur ma perception, surtout dans la période d'adolescence. Puis, comme je te dis, après ça, quand j'ai fait l'équipe nationale, début vingtaine, puis là, j'ai commencé à avoir du succès aussi dans le sport. Je pense que j'ai gagné beaucoup en confiance, puis j'ai accepté beaucoup qui j'étais, puis que c'était le format que j'allais avoir pour le reste de ma vie. Fait que d'aussi bien en profiter, puis le maximiser, puis essayer d'optimiser ça pour que j'aie des succès. Puis après ça, je pense que j'en ai eu. Fait que ça a été une belle acceptation, si on veut, là, ou en tout cas ça a été quand j'ai comme sauté cette barrière-là, je pense que j'ai eu une belle complicité avec mon corps et mes habiletés, plus qu'auparavant. Puis quel impact ça a eu justement d'avoir cette acceptation-là, puis de un peu plus faire avec, en fait? Ben, je pense que tu sors un peu du moule de la crainte. Tu sors un peu du moule de l'autodérision, ou tu sors du moule où tu es défensif dans ce que tu fais, où tu penses très négativement. Puis quand j'ai plus commencé à m'accepter, puis quand j'ai plus commencé à prendre confiance en mon corps, ben ça m'a permis de poncer beaucoup plus, puis d'être beaucoup plus positif dans la manière que je m'entraînais, dans la manière que je vivais en général. Fait que ça a été un gros bouleversement pour moi, puis ça a été très, très positif, là. Puis je pense que on en entend dans toutes ces sauces, dans tous les genres, quand les gens commencent à parler du moment où ils ont commencé à s'accepter. Les gens en général sont beaucoup plus confiants, puis ils voient une certaine progression dans juste leur cheminement, dans leur vie en général. Fait que je pense que c'est naturel. Comme je te dis, à un certain moment donné, on passe tous à travers cette période de doute-là. Que ce soit simplement parce que c'est personnel ancré en nous, que ce soit simplement à cause de toute l'information externe qu'on reçoit sur les stéréotypes, puis ce que nos environnements nous demandent. Tu sais, dans le sport, c'est souvent t'as besoin d'être vite, t'as besoin d'être fort, t'as besoin d'être gros. Dans les sports comme le hockey, le football, évidemment, c'est des choses qui reviennent souvent. Puis je pense qu'une fois qu'on passe au-dessus de ça, puis qu'on met de l'avant plus nos forces que nos faiblesses, on est plus heureux pour commencer, mais aussi après ça, notre progression, puis nos succès sont beaucoup plus tangibles. Puis dans le ski, y a-tu des perceptions ou des stéréotypes un peu comme ça par rapport à grandeur, poids, des choses comme ça? Ben, c'est toujours... Historiquement, je te dirais que les petites statures ont toujours eu un peu plus de succès, là. C'est très rare que des skieurs en haut de 6 pieds ont des succès à long terme, là. En général, c'est ça, c'est du 5, 5-8, 5-9, 5-10. Mais au-dessus de ça, c'est rare qu'il y ait des grands succès. Puis ça, c'est historiquement, là, je te dis, il y a des exceptions à cette règle, c'est sûr. Moi, j'étais un peu sur le petit, mais je pense que ça m'a bien servi aussi, là, une fois que, comme je te dis, j'ai compris la mécanique de mon corps, puis ça m'a super bien servi, là. J'ai fait des ajustements sur mon équipement, puis mon développement aussi physique, c'est fait après ça dans la vingtaine, puis dans mes dernières années sur l'équipe canadienne, je pense que j'étais vraiment au sommet de ma force, puis au sommet de mon art. Fait il y a quelques stéréotypes de grandeur. C'est pas vraiment des stéréotypes, c'est juste que les gens ont cette perception-là que quand t'es grand, t'as un petit peu moins d'agilité, si on veut, ou de rapidité que les petits gabarits. Puis toi, t'avais-tu l'intérêt pour jouer au hockey ou des trucs comme ça? C'est pour ça que t'accordais de l'importance à ça autant, mettons? Ah, j'ai de l'intérêt pour faire tous les sports, je pense. Ah ouais? Au secondaire, j'ai joué un peu de football. Le football, j'ai arrêté à cause de mon gabarit, honnêtement. Parce que je voulais jouer à des positions où les impacts devenaient de plus en plus violents. Moi, je jouais comme linebacker, puis j'étais tout petit, j'étais vite, puis j'avais une bonne vision, fait que ça m'a servi au début de mon secondaire, mais éventuellement, les autres devenaient trop gros, là. les gars, ils ont toutes leur poussée de croissance un peu à différents moments, puis moi j'étais sur le tardif, fait que
Fait que ça a un peu mis fin à ma jeune carrière de footballeur. Mais tu sais, j'ai joué au volleyball aussi, puis au volleyball, évidemment, il n'y avait aucune chance que j'étais lui qui faisait les smashs, on s'entend. Moi, j'étais lui qui faisait les passes. Ouais. Fait qu'encore une fois, la défensive, puis l'agilité, dextérité, ça m'a servi pour ça. Fait que j'ai touché à plein de sports comme ça à travers les années. Mais il y en a, tu sais, ça, football, hockey, je savais qu'il n'y avait aucun potentiel à long terme, tandis que le ski offrait beaucoup de potentiel avec mon gabarit. Mais au-delà de tout ça aussi, j'avais un chalet en face des pentes de ski à Stoneham, au Québec. J'avais aussi, c'est culturellement important pour notre famille. C'était dans nos valeurs familiales de skier puis de faire du sport à l'extérieur. Fait que naturellement aussi, ça m'a amené vers cette direction-là aussi, sans que ça soit nécessairement une décision que j'ai prise, mais plus un cheminement familial. Ouais. Après tes premiers Olympiques, toi puis Kingsbury, là, vous disiez dans une vidéo que vous attendiez un peu que ce soit un peu comme les championnats du monde, en fait, là, comme une Coupe du monde, en fait. Fait que vous étiez peut-être pas préparé à tout le cirque et les Jeux olympiques, toutes les distractions que c'était. Et ça, même si là, je sais que vous avez quand même de la préparation un peu au niveau de l'équipe, là, Équipe Canada et ces trucs-là. Fait que c'est possible vraiment de se préparer pour les Olympiques sans les avoir vécus. La vraie préparation, c'est-tu juste de vivre les Olympiques? Ben, c'est direct ce que je t'aurais répondu. Les Olympiques, c'est tellement inimaginable comme événement. La grandeur de cet événement, je veux pas nécessairement les distractions, mais l'implication que cet événement a est difficile sa grandeur est difficile à imaginer quand tu es un jeune athlète. Puis même si tu as vu d'autres athlètes y participer, même si tu en as parlé à d'autres gens, même si avec l'équipe canadienne, la préparation se fait. Une fois que tu es sur les lieux, je pense que tout le monde vit une espèce de petit choc où tu te sens comme un enfant dans un parc d'attractions, honnêtement. Puis on a été chanceux parce que autant Michael que moi, on a participé aux Olympiques de Vancouver en 2010, où on a été ouvreur de piste, donc ça nous permettait d'avoir accès à la piste de compétition, puis de faire partie de l'événement d'une certaine manière. Ouais, ça c'est on avait eu absolument. Puis on était chanceux parce que les Olympiques étaient au Canada, donc c'était une faveur qu'on avait. Mais fait que oui, cette expérience-là nous a servi beaucoup. Mais quand c'est toi qui fais partie du big show. T'as les entrevues, t'as une attention, t'as des attentes. Ah, absolument. Puis au-delà de tout ça, ces attentes-là, ces entrevues, cette préparation-là est plus que d'habitude, mais honnêtement, c'est des choses bidons qui sont les distractions numéro 1. Là, puis tu peux aller de la cafétéria des athlètes jusqu'à en 2014, on est allé se faire couper les cheveux dans le village olympique. Puis tu sais, nous autres, c'était toutes des affaires comme ça a l'air bidon, mais t'as pas l'habitude de cette mise en place-là ou cette présentation-là. Puis tu sais, t'arrives à la cafétéria. C'est un village, dans le fond, là. Ah, c'est ça, une mini-ville, puis c'est juste des athlètes, puis t'as tout ton linge Canada. C'est tellement officiel. Puis pour moi, puis je pense pour plusieurs athlètes, c'est un peu ça, là, c'est cette espèce de... Tu te sens dans un monde irréel, honnêtement. C'est comme un monde parallèle. Pendant 3 semaines, tu sais pas trop ce qui se passe dans le monde, tu es juste concentré sur les Jeux olympiques, fait que ça rend la chose encore plus grosse, tu comprends? Puis les athlètes, ils ont souvent des routines, en fait, là, puis ça doit être dur d'adapter. Ben, en fait, ça doit être possible, là, mais il faut que tu adaptes ta routine, là, en fait, au contexte, si on peut dire. Là. Puis moi, j'avais parlé, là, tu parles, c'est des trucs banals qui peuvent déranger. J'avais parlé avec Éric Bédard, qui est allé aussi aux Olympiques dans le passé, puis il me disait, tu sais, il y a des athlètes que ça peut être la couleur des murs qui les dérange. Tu sais, c'est que le contexte est différent carrément, puis tu peux pas te préparer. Tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais. Tu sais, je pense ce qui sert le mieux, c'est comme tu dis, c'est d'essayer de garder ses routines puis ses bases relativement stables. Puis avec nous autres, on essayait d'avoir nos repas aux mêmes heures, on essayait d'avoir un peu nos routines d'échauffement. On jouait souvent ce qu'on appelle le soccer volleyball. Tu vois souvent ça un peu les joueurs de hockey qui jouent ça dans les arénas. Fait nous autres, on jouait beaucoup à ça durant cette période-là. Fait
On essaie de jouer 2-3 fois par jour, juste pour pas se distraire, mais juste pour comme garder un peu la routine de comme si c'était une compétition normale ou comme une autre Coupe du Monde, si on veut. Fait que je pense que le plus tu es capable de garder ces routines-là stables, puis le monde autour de toi stable aussi. Fait que tu avoir cette proximité-là avec tes coéquipiers, avec tes entraîneurs, avec le staff qui est normalement avec l'équipe. Ça permet d'avoir cette espèce de contrôle-là ou de baisse de pression, si on veut, juste de se sentir un peu plus à l'aise. Puis, fait que nous autres, on essaie beaucoup de mettre ces choses-là de l'avant. Mais il y a quand même beaucoup de balles courbes là, qui font surface quand c'est les Olympiques. Ouais. Là, un bel exemple pour Sochi. On compétitionnait le soir. Fait qu'il fallait comme changer un petit peu notre cadran naturel pour avoir notre hausse d'énergie ou notre max d'énergie autour de 7-8 heures le soir. Fait que on se levait à midi, on se levait environ à midi, puis on se couchait à 3 heures du matin. Fait que t'avais une séance de masso ou de physiothérapie à 1 heure du matin. Juste après avoir soupé à minuit, tu sais. Fait que tout notre quotidien était shifté un petit peu pour qu'on ait notre pic d'énergie autour de 7-8 heures le soir. Fait que juste des choses comme ça chamboule un petit peu ton ordinaire, tu sais, tes routines normales. Fait que c'est le genre de choses un peu spéciales là, quand tu prends ton déjeuner à 1 heure de l'après-midi, puis après ça, tu fais un petit sport ou quelque chose pour commencer à te réchauffer à 3 heures d'après-midi, puis après ça, tu prends ton lunch, puis tu te prépares pour aller skier à 4-5 heures le soir. Fait que juste ça change complètement. Puis on avait fait beaucoup de tests, fait qu'on avait un peu préparé ça, mais ça, c'est le genre de choses qui impactent beaucoup sur la préparation de plusieurs athlètes. Oui, puis on en parle souvent, justement. Moi, j'écoute beaucoup le hockey, là, c'est en site, là, puis là, les Canadiens sont allés dans l'Ouest, puis on parle souvent de l'excuse du décalage horaire, mais mine de rien, eux, ils n'ont pas le temps de se préparer tant que ça. Là. Ils arrivent là, des fois, ils jouent le lendemain, puis oui, c'est une excuse, là, on sait que ça peut être utilisé comme une excuse, puis ça peut être négatif, là, mais quand même, c'est présent, ça, puis ça peut nuire à un athlète. Là. Ah, absolument. C'est une définition, une variable à tenir en compte. Comme je pense que tu le dis bien, moi, en tout cas, ma perception, c'est oui, c'est une excuse, mais je pense qu'à un certain niveau, que ce soit sport professionnel ou amateur, quand tu fais quelque chose comme ça à temps plein, puis que ça devient un peu ton style de vie, tu devrais avoir les outils pour être prêt puis pour être préparé à faire face à cette adversité-là. Puis c'est là que les meilleures équipes, c'est là que les meilleurs athlètes vont faire la différence comparativement à des gens qui sont pas capables de s'adapter. Puis après être allé une première fois aux Olympiques, y a-tu des choses que tu as faites différemment avec l'expérience pour la deuxième fois? C'est dur à comparer parce que la deuxième fois, c'était un contexte carrément différent avec ta blessure, là. Ouais, j'ai fait pas mal tout différemment pour les deuxièmes. Parce que, comme tu dis, le contexte était tellement différent. En 2014, j'étais jeune, j'étais en santé, fait que je m'en allais là pour tout donner, finalement. Puis en 2014, il y avait cette attention médiatique où la grosse pression pour l'équipe canadienne était sur Michael et Alexandre Bilodeau. C'était la compétition, fait que ça laissait un petit peu, moi puis Marc-Antoine Gagnon, qui était le 4e membre de notre équipe, ça nous laissait un petit peu plus dans le rétroviseur, puis c'était bien correct parce que ça nous permettait de nous autres se concentrer. Ah oui. Puis en 2018, juste me rendre aux Olympiques, le mois qui a mené aux Olympiques, ça a été une mission en tant que telle, simplement pour me garder en forme puis d'être capable de compétitionner avec le genou en compote que j'avais. Fait que ça a été... Je pense que j'étais plus focus en 2018 parce que je pouvais pas perdre l'attention. Chaque journée était ultra importante pour mon conditionnement physique. Puis il y avait une gestion de blessures, si on veut, importante à faire aussi avec l'équipe de support. Fait que pour moi, 2018, c'était comme... si ça avait été une compétition normale, je l'aurais même pas faite. Fait que 2018, j'avais jamais vécu une expérience comme ça. Mais ça m'a forcé à être super organisé. Ça m'a forcé à être très, très prévoyant aussi. Fait qu'il y a eu beaucoup de tactiques
qui a été impliqué puis de préparation à ce niveau-là en 2018. Fait que mon attention a shifté beaucoup en 2018 de la performance en tant que telle à la préparation, tout simplement. Puis à tout ce que je pouvais faire. Plus stratégique un peu. Absolument, ouais. Fait que c'était vraiment différent. Puis mon stress n'était pas au niveau de la performance comme en 2014. Mon stress était au niveau de que simplement mon expérience fonctionne pas, que je dois abandonner à cause que physiquement, j'aurais pas été capable de le faire. Fait que mon stress était vraiment au niveau de laisser tomber les gens autour de moi, puis de sentir que j'échouais. Fait que c'était vraiment ça, au-delà de si je faisais ma meilleure performance ou pas, là, c'était vraiment différent le contexte. Puis, là, on parle de ta blessure. Au départ, c'était quoi ton objectif en allant aux Olympiques? Puis, comment que tu as adapté ton objectif avec la blessure? Qu'est-ce que tu as changé? Le plus gros changement, puis la chose la plus difficile que j'ai dû faire dans le mois, parce que je me suis blessé exactement, pour ça que je parle d'un mois, je me suis blessé exactement un mois avant les Olympiques. Le mois qui a mené aux Olympiques, l'acceptation. Accepter que j'allais pas performer à la hauteur de mes attentes, ou du moins sur papier, mais que ma performance allait être vraiment différente. Ça a été le plus difficile, honnêtement. Puis mes attentes avant la blessure, c'était un podium. J'avais fini 3e à l'événement test en 2017 dans cette piste-là. Michael avait gagné, j'avais fini 3e. Les années qui ont mené en 2018, j'ai été classé 3e, 4e puis 4e au monde. C'est les 3 années qui ont mené à 2018. Fait que j'étais un des meilleurs à ce moment-là. Puis l'année qui a mené aux Olympiques, c'était une année que je me préparais puis j'essayais de trouver un moyen pour challenger ou essayer de battre Michael. En gros, moi, c'était ma préparation était qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher du meilleur dans notre sport. Puis j'avais la chance de m'entraîner avec lui à tous les jours. Fait que c'était parfait. Je pouvais l'observer puis je pouvais évidemment, que ce soit mimiquer, mais ajuster mes entraînements puis me comparer beaucoup. Fait que ça a été super. Mais la minute que je me suis blessé, évidemment, tout ça est tombé un peu tombé à l'eau. Puis d'accepter ça parce que j'en parle quand je fais des conférences où tu te prépares pendant 4 ans pour ce moment-là. Puis chaque année, tu penses pas juste aux Olympiques. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais l'objectif à long terme, et une fois que 2014 a été terminé, c'était comment je peux faire les choses différemment, puis comment je peux être préparé différemment pour que j'aie une chance de faire ma meilleure performance en 2018. Ouais. Fait que j'avais l'impression que j'ai 1000 quelques jours étaient passés, puis j'avais fait tout le travail comme il fallait. Puis le dernier mois, mon corps m'abandonnait, puis on dirait que la malchance s'abattait sur moi. Fait que ça a été dévastateur, puis ça a été de loin la chose la plus difficile à accepter pour moi. Puis après ça, une fois que j'ai pas eu le temps, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu le temps de niaiser trop, parce que les Olympiques s'en venaient dans un mois. Fait qu'il fallait que je réajuste la mire, puis que je réajuste mon plan rapidement. Puis toutes les gens à qui, une fois que j'ai pris la décision que j'allais essayer de compétitionner malgré la blessure, tous les gens sont embarqués avec moi. Tout le monde a embarqué comme dans mon énergie. Puis on a comme créé une super équipe qui avait les yeux rivés sur compétitionner aux Olympiques. Fait que là, à ce moment-là, c'est devenu une mission qui était un peu plus importante que juste moi. Fait que ça a été super entraînant et encourageant pour moi. Puis on dirait que j'avais ce momentum-là qui était vraiment trippant. Malgré le fait que je savais que j'allais pas évidemment faire un podium puis que j'allais pas performer à la hauteur de mes attentes. Mais je savais que je pouvais quand même livrer une performance mémorable qui allait avoir un impact puis une influence sur les gens qui allaient regarder puis qui connaissent un peu mon histoire. Fait que c'est devenu un changement de cap puis un changement de mission vraiment, vraiment challengeante, mais vraiment trippante aussi. C'est ça, il a vraiment fallu que tu changes ton approche. Les gens me demandent... Ouais, vas-y. J'allais dire, les gens me demandent souvent comment j'ai géré ces 30 jours-là. Puis je leur dis souvent aussi simplement que je me suis levé à tous les matins pendant ces 30 jours-là, angoissé avec le stress que ça allait pas marcher. Parce qu'à chaque jour, je testais mon genou, puis je testais mes capacités. Puis je me couchais à tous les soirs pendant ces 30 jours-là avec le plus grand sentiment d'accomplissement. Fait que ça a été une espèce de montagne russe où le stress et l'angoisse du matin, sachant pas si ça allait être la dernière journée de mon rêve olympique ou non,
Puis le fait, tu te couches le soir, puis t'as comme mission accomplie, j'ai réussi. Ça a été probablement le moment le plus trippant de ma carrière, même si c'était un des moments les plus noirs ou les plus difficiles à accepter. Mm-hmm. Je dis souvent, ça vient avec... vivre une vie qui est trippante, ça vient avec un roller coaster, une montagne russe d'émotions. Puis quand tu as des émotions aussi vives, aussi difficiles, aussi joyeuses, ça montre que tu es déterminé, puis tu tiens à ce que tu fais, puis tu es investi à 100% là-dedans. Fait que ça a été une belle leçon pour moi, que quand je m'investissais dans un projet à 100%, j'allais avoir les plus belles émotions. Oui, les plus difficiles par moment, mais j'allais en ressortir les plus grandes émotions. Mm-hmm. Fait que c'est ça, il a vraiment fallu faire un switch, là, puis avoir un nouvel objectif qui a clairement te motivé quand même s'il y avait la déception puis tout le mix d'émotions. Mais est-ce que justement, tu étais tellement focus sur ton nouvel objectif que, bon, je veux simplement aller aux Olympiques, puis je veux montrer que je suis capable, puis malgré ma blessure, est-ce que ça a fait que ça te distrait un peu, puis que la déception est arrivée après, mettons, les Olympiques? T'as-tu senti ça? T'as-tu ressenti plus les émotions comme après en revenant? Oui, clairement, après l'événement. Je pense qu'avant l'événement, j'étais tellement focusé sur ce qu'il fallait que je fasse que peut-être que j'avais pas une pleine conscience de ce que j'allais vivre. Mm-hmm. Puis une fois que la poussière est tombée, une fois que ça a été terminé, j'ai eu clairement une espèce de moment où je me suis questionné puis je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais été capable de faire si j'avais été en santé. Puis là, je me suis mis à peut-être pas avoir, j'irais peut-être pas jusqu'à dire avoir des regrets, mais j'ai certainement eu une passe ou un moment où j'ai senti que j'aurais pu faire mieux, avoir été en santé. Puis cette espèce d'incertitude ou de, on le saura jamais, je le saurai jamais, savoir, ouais. C'est juste ça. Certainement, les semaines qui ont suivi après les Olympiques, ça m'a hanté un petit peu. Puis tu sais, évidemment, ça te force à penser. Je me disais, pareil, ça vaut-tu la peine que je réessaye un autre 4 ans pour voir ma réponse, peut-être. Mais non, je pense qu'une fois que la rationalité a embarqué, je pense que j'étais pas... Physiquement, j'avais traversé beaucoup de choses aussi, mais mentalement, j'étais pas prêt à me rembarquer dans ça. Puis je vais mettre la faute un peu sur Michael aussi à travers de ça, parce que quand tu t'entraînes avec le meilleur au monde, tu sais ce que tu as besoin de faire pour battre le meilleur au monde. Puis j'avais pas mentalement la force d'avoir le professionnalisme, si on veut, de Michael, puis de l'accoter. Ouais. Parce que je le vois s'entraîner à tous les jours, puis de rester à côté à lui, neck to neck, là, c'est un investissement mental et physique important. Puis j'étais pas prêt à me lancer là-dedans. Fait que non, tu sais, j'ai tourné la page de Pyeongchang. Je me suis questionné, oui, mais j'étais vraiment content de la manière où je me suis présenté, puis de la manière dans laquelle je me suis complètement engagé dans ce moment-là, même si c'était un peu hors de mon contrôle, la blessure. Ben, on va parler encore un petit peu là, des compétitions des Olympiques. En fait, là, ça peut être en fait, n'importe quelle compétition peut être une source de stress vraiment importante. Là. Toi, comment tu gérais ça quand tu étais athlète? J'étais vraiment pourri quand j'étais jeune. Puis ça s'est vraiment amélioré avec le temps. Quand j'étais jeune, 0 plus une barre. Qu'est-ce qui se passait quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, je ne sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais je perdais vraiment beaucoup le contrôle de mon corps. Je devenais super tendu avant les compétitions. J'ai eu des épisodes de vomissements aussi quand j'étais très jeune. C'est drôle puisqu'on a un athlète à Bell qui est un peu comme j'étais quand j'étais jeune. OK. Puis on le conseillait assez bien. Là. Ouais, ça me fait toujours rire parce que le matin de la course, je le vois, là, puis il s'en va sur le bord du bois, puis qu'est-ce qu'il a besoin de faire, puis il revient, puis OK, je me sens bien maintenant. Puis je me revois à travers lui parce que j'étais comme ça quand j'avais 10, 11, 12 ans.
Puis avec le temps, écoute, ça s'est replacé. Premièrement, je pense que c'est beaucoup de la confiance en ses habiletés. Ouais. Je pense que quand tu doutes de toi, puis quand t'es pas en pleine confiance, évidemment, le stress est encore plus important. Puis quand je pense que quand t'es un meilleur athlète, t'as plus d'expérience, éventuellement, le stress devient juste un moment d'excitation pour le moment que tu t'apprêtes à vivre. Mm-hmm. Fait que c'est de la nervosité, mais le stress se change d'une... Je veux dire que le stress a une connotation dans ma tête un peu négative, une nervosité est un peu plus positive. Ouais. Fait que ça se transforme un petit peu plus en nervosité où tu es excité par le moment qui s'en vient, tu cares, tu veux que ça se passe bien. Puis je pense qu'éventuellement, pour te donner 2-3 trucs qui m'ont aidé beaucoup, mes routines m'ont aidé beaucoup. Mm-hmm. C'est-à-dire que je faisais un petit peu les mêmes choses avant mes compétitions. Fait que ça m'aidait à me placer dans un état d'esprit que je connaissais, qui était stable, qui était bien balancé. Puis j'aimais aussi me remémorer les entraînements, honnêtement, là, juste me rappeler le nombre de fois que j'avais exécuté tel saut, le nombre de fois que j'avais fait tel genre de descente. Mm-hmm. Juste de me rappeler tous les entraînements qui m'avaient mené là. Pour te rappeler que tu es capable parce que tu as répété le mouvement tellement de fois. Non? Exact. Puis je te dirais, ces deux choses-là m'ont aidé beaucoup. Puis pendant un petit bout, je te dirais même par la fin de ma carrière, je pense qu'il fallait que je sois un peu cocky. Puis pas nécessairement cocky, genre over-confiance, désagréable envers les autres, mais dans ma tête, il fallait que je me sente comme le meilleur. Mm-hmm. Fait que jamais ça a manqué de respect ou jamais j'ai dit des choses que je voulais pas dire, mais dans ma tête, je voulais me sentir supérieur, puis je savais que j'étais capable de battre tout le monde, puis je savais que le meilleur de Phil Marquis était meilleur que un tel. Puis ça, c'était le genre de petite conversation intérieure que j'avais qui me permettait d'augmenter ma confiance beaucoup puis de booster mes performances. Fait que, puis ça, c'est venu à un moment donné où environ peut-être au milieu de ma carrière sur l'équipe nationale, peut-être début vingtaine, où j'avais des super entraînements. Puis entraîneurs comme moi, on pensait tous que j'étais capable d'accomplir certains succès. Puis mes performances étaient toujours un peu en dessous. Puis on n'arrivait pas où j'étais très, très inconstant. J'avais une bonne performance, un échec complet. Une bonne performance, fait que je fluctuais beaucoup. Puis il y a une chose que j'ai toujours été bon, puis c'est par mon passé d'athlète ou de sportif quand j'étais jeune, puis de grandir avec un grand frère qui m'a poussé beaucoup. Fait que fallait tout le temps que je suive un peu les traces, puis que je sois assez bon pour que je puisse faire du sport avec mon frère et ses amis. Fait que j'ai développé beaucoup d'habiletés dans plusieurs sports. Puis quand on faisait du sport autre que le ski, j'étais bon, puis je battais pas mal tout le temps mes coéquipiers. Puis je comprends pas pourquoi dans n'importe quel autre sport, je suis capable de me présenter puis un peu narguer mes coéquipiers, puis rentrer dans leur tête un petit peu, puis gagner, puis ou faire de meilleures performances. Puis quand ça devient au ski, je deviens vraiment réservé, puis je me laisse intimider par les autres, fait que j'arrive pas à être constant puis à livrer des performances. Fait que c'est de là un petit peu que mon cheminement interne s'est un peu développé. Ouais. Ben, j'aurais comme une hypothèse à te proposer. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été en contact tout le temps avec Kingsbury, qui était comme le meilleur au monde, justement, ça t'a amené tellement à le respecter que tu le respectais trop, en fait? Penses-tu que ça pourrait être ça? Ça pourrait, ouais. Puis tu sais, même au début de ma carrière, Michael était pas encore en Coupe du Monde, puis moi, j'ai commencé en Coupe du Monde avant lui. Fait que c'était d'autres, tu sais, c'était mon frère qui était plus vieux qui était en Coupe du Monde, c'était les autres qui étaient mes idoles. Fait que quand je me présentais dans une compétition ou dans juste des entraînements, je regardais à droite, à gauche, puis j'étais « My God, c'est tellement hot que je sois ici, puis hey, je vais checker comment ils font », puis je me laissais vraiment intimider. Puis je pense que ça me sortait complètement, c'était une distraction, tu sais, ça me sortait complètement de ce que moi j'étais capable de faire, puis de mes habiletés, puis de sentir que j'étais à la hauteur de ces autres athlètes-là. Puis éventuellement, Mick est arrivé aussi, fait que là, c'était est-ce que je suis capable de tenir tête à Mick, puis c'était un petit peu tout ça qui s'est passé, puis c'est ça, je pense que ça m'a aidé beaucoup de changer un peu cette attitude-là où je me suis dit, hey, regarde de te les battre, moi, ce monde-là, puis quand j'étais à mon meilleur,
Fait que dans ma tête, je me disais, toi, t'es pas capable de me battre, je suis vraiment meilleur que toi. Fait que, dans ma tête, j'avais cette espèce d'internalisation-là, si on veut, de dialogue-là, qui me permettait de, OK, c'est bon, c'est correct. Puis c'était plus moi qui regardais les autres, c'était les autres qui me regardaient. Je sais pas si les autres me regardaient, là, mais moi, je pensais comme ça. Fait que non, c'est ça cool. m'a aidé beaucoup. Je trouve que c'est un bon truc, là, une genre d'arrogance interne. Là. Dans le fond, tu le diriges pas vers l'autre, ce qui peut être un peu néfaste, là, en fait, de l'arrogance envers les autres. Ah non, jamais. Ça peut s'en revirer contre toi. Là. Ça. Ouais, c'est ça. Jamais j'aurais fait ça, évidemment. Ouais. Mais pour moi, la routine, comme je te dis, ça m'a aidé beaucoup. Puis cette espèce d'arrogance interne-là aussi, je te dirais que ça m'a servi beaucoup vers la fin de ma carrière où je me sentais un peu plus... c'est ce qui m'a fait, honnêtement, passer d'un milieu de peloton à un des meilleurs au monde. En terminant, là, c'est pas mal ma dernière question. T'as dit dans le passé, en fait, que tu comptes sur comme 3 piliers qui t'ont appris tout au long de ta carrière, là, la performance, l'atteinte du potentiel, puis l'impact positif sur l'entourage. Le dernier aspect, je trouvais ça intéressant, en fait, parce qu'on entend plus souvent ça chez des athlètes d'expérience, là, que plus tu grandis, plus l'importance de redonner un peu, de faire du mentorat, des trucs comme ça, puis de montrer aux autres, prendre l'importance. Fait que, en fait, est-ce que tu dirais que c'est un aspect qui a pris de plus en plus d'importance là, à mesure que ta carrière elle a avancé, là, cet aspect de redonner aux autres? 100%, ouais. Puis les 3 piliers que tu as nommés, qui ont été importants dans ma carrière, sont venus exactement dans cet ordre-là aussi. OK. Fait que ça a pas pris de temps quand j'étais jeune que la performance, c'était quelque chose, je savais que c'était en moi. Je voulais performer, j'étais un athlète, j'avais cette drive-là. Puis ça va aussi loin que quand je faisais des compétitions régionales où je gagnais pas, où j'avais la 2e place, puis j'étais un peu fâché. Fait que ça, je le savais dès un très jeune âge que j'étais quelqu'un qui aimait performer. Le côté atteindre mon potentiel, je pense que ça a été un switch qui s'est fait pour moi en 2010, où j'ai passé quand même près de me qualifier pour les Olympiques, mais j'ai manqué un petit peu. J'étais encore jeune sur l'équipe nationale, donc j'avais pas beaucoup de maturité, d'expérience. Puis quand j'ai vu les Olympiques, d'être ouvreur de piste, d'être sur les lieux, c'était magique. C'était vraiment hot, puis c'était le fun de pouvoir le voir à travers les yeux de mes coéquipiers qui compétitionnaient. Puis quand je suis parti, je me rappelle quand j'ai pris l'avion après les Olympiques, je me suis dit, si j'arrive pas à atteindre cet objectif-là, je pense que je vais être déçu toute ma vie. Fait que je savais que j'avais le potentiel, j'étais quand même près du but, mais je savais que j'avais encore besoin de me développer beaucoup. Fait qu'il y avait une espèce de compréhension quand même mature, je pense, pour mon jeune âge à ce moment-là. Puis fait que c'est là, je te dirais que le 2e pilier d'atteindre mon potentiel. Fait que dans tout ce que j'ai fait, je me suis dit, il faut que je donne mon 110%. Puis il faut que j'essaie si je sens que j'ai le potentiel d'atteindre un certain niveau d'excellence, il faut que j'essaye. Il faut que je me donne. Puis si ça marche pas, mais au moins, j'aurais essayé. Fait que ça, c'est le 2e pilier. Tu as comme réalisé ce que ça prenait, puis tu as comme accepté que pour toi, l'objectif était assez important justement pour faire ces sacrifices-là, puis faire ce qu'il faut pour atteindre ça. Exact. Puis le 3e pilier, donc tu voulais entendre un peu plus parler, l'influence positive sur les gens autour de moi, ça c'est développé plus autour de 2014-2018, les Olympiques auxquels j'ai participé. En 2014, il y a une autre histoire que je ne raconterai pas parce que ça va prendre trop de temps, mais initialement, je me suis pas qualifié pour les Olympiques, puis c'est à travers la blessure d'une autre athlète que j'ai eu mon spot. Fait que ça, c'est une autre histoire aussi, mais ça a été assez rocambolesque. Mais pendant cette période-là, qui a été vraiment difficile pour moi, j'ai eu beaucoup de support des gens, puis des gens que je connaissais pas. Fait que beaucoup de parents, beaucoup d'amis, évidemment, famille, m'ont écrit, m'ont texté, m'ont envoyé des mots qui étaient très encourageants, puis qui allaient au-delà de la performance. T'sais, moi, je me voyais toujours, je m'étiquetais toujours à une médaille d'or, d'argent, bronze. Puis si t'es un athlète, c'est hot parce que t'as gagné une médaille d'or, d'argent, de bronze. Puis à ce moment-là, j'ai réalisé que si t'es un athlète, c'est pas juste la médaille que tu vas avoir autour de ton cou, mais c'est comment t'agis, comment t'es en général, quel genre de source d'influence, quel genre d'optimisme, de positif que tu dégages autour de toi. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mon fils, ma fille, il était tellement déçu pour toi, elle t'a regardé, il trouvait que t'étais tellement bon.
Tous ces messages-là, même chose en 2018 quand je me suis blessé aussi, m'ont fait réaliser que le sport, finalement, c'était pas juste les médailles, puis c'était pas juste la performance. Puis oui, c'est le fun. Puis oui, c'est un but existentiel, si on veut, dans le sport, ou du moins le sport professionnel puis de haut niveau. Mais au-delà de ça, je pense qu'une performance, ça va dans la prestance de quelqu'un. Mm-hmm. Ça va de la manière. Tu peux vivre un échec qui va être mémorable si tu le fais avec cœur, avec engagement, si tu dégages des valeurs puis tu projettes du positif autour de toi à travers ton échec puis tu apprends de cette expérience-là, les gens vont cultiver ça. Mm-hmm. Puis tu peux gagner les plus grandes victoires comme un loser. Tu sais? Fait que je pense que pour moi, ces années-là m'ont beaucoup enseigné à ce niveau-là. Fait en 2018, ça a été une des raisons pourquoi je pense que j'ai été capable de performer malgré la déchirure de mon croisé antérieur. C'est-à-dire que au-delà de la performance, comme je te dis, 1, 2, 3, que je le savais que ça allait pas se passer, ma performance est devenue plus importante pour moi. Il y avait cette équipe-là, comme je parlais un peu plus tôt, qui me supportait, que ce soit les docteurs, les entraîneurs, mes coéquipiers, ma famille, qui étaient tous derrière moi, peu importe ce qui allait arriver. Puis il y avait aussi le public, tu sais, tous les journalistes qui me posaient des questions, les gens qui m'écrivaient, qui trouvaient ça donc courageux, puis que eux autres avaient eu une blessure, puis ils étaient tellement découragés, puis ils voulaient plus faire de sport, mais après m'avoir vu, ils ont dit « Ah je vais recommencer, puis je vais essayer, puis je vais y aller progressivement. » Puis fait que pour moi, ce troisième pilier-là, qui est probablement le plus important, la plus importante leçon que j'ai eue, est venu vers la fin de ma carrière, puis est venu compléter un petit peu qui j'étais comme athlète. Fait que la performance, l'atteinte de bon potentiel, puis enfin l'influence positive sur mon milieu. Puis c'est pour ça que j'ai continué, et je continue encore à m'impliquer beaucoup au niveau du sport, particulièrement au niveau des jeunes, puis pour ça que je donne des conférences, pour ça que quand j'ai la chance d'aller visiter des clubs au Québec, particulièrement à Stoneham, d'où je viens, je vais toujours skier avec les jeunes, puis je le fais volontairement, gratuitement, pour le plaisir, parce que ces moments-là sont chers, puis je ne le réalisais pas quand j'étais jeune, moi, quand j'ai eu des idoles qui sont venus skier avec moi, qui sont venus faire une conférence à mon école ou quoi que ce soit. Je réalisais pas l'impact que ça avait, mais maintenant, je le réalise plus, puis comme je te dis, ça prend peut-être un peu d'expérience, de maturité pour se rendre à ce point-là. Je pense que oui. Mais c'est devenu quelque chose d'important pour moi. C'est comme si à un moment, tu avais réalisé qu'il y avait comme tous ces regards sur toi là, puis que ces regards-là, ils accordaient pas juste de l'importance à la performance, justement, mais que les gens peuvent être inspirés par un peu tout ce que tu fais, que ce soit comment tu t'entraînes, comment tu es discipliné, les actions que tu fais. Donc, cette histoire-là d'aller aux Olympiques avec une blessure, elle peut être inspirante puis motiver des gens. Fait que je comprends en même temps que c'était une de tes motivations, justement, là, pour y aller malgré ta blessure. Là. Ah oui, absolument. Puis tu sais, au bout de la ligne, là, surtout dans mes dernières années, comme je te dis, j'ai juste essayé d'être une bonne personne, d'être un bon athlète, puis de montrer l'exemple, d'être un bon leader pour mes coéquipiers, d'être un bon leader sur l'équipe nationale, parce que j'étais un vétéran, puis j'ai embrassé ce rôle-là. J'ai vraiment adoré ce rôle-là, puis accepté ça à bras ouverts. Puis je pense que ça a créé une chimie puis une culture super tripante à travers, comme je te dis, les coéquipiers que j'ai eus sur l'équipe nationale. Ça a fait peut-être notre force. Puis je pense que ça a fait son bout de chemin, tu sais. Puis je vois dans mes athlètes qui sont des ados, puis je leur dis, tu sais, la manière que vous vous présentez à chaque jour, il y a des plus jeunes qui sont dans notre équipe qui vous regardent. Puis eux, ils s'en foutent de Phil Marquis. Eux, ils sont intéressés par vous parce que c'est vous autres les vétérans, puis c'est vous autres les vieux. Fait que dès un jeune âge, je pense que nos chapeaux changent constamment. Tu sais. On est plus jeune, cru sur une équipe à un moment donné. Maintenant, on est au milieu de peloton, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu es le vétéran de ton équipe. Puis là, peut-être que tu gradues sur une autre équipe, puis là, c'est le cycle qui recommence un petit peu. Ouais, c'est ça, tu recommences. Moi, j'ai eu la chance de vivre ce cycle-là à quelques reprises, mais j'ai eu la chance de le vivre à travers plusieurs générations sur l'équipe nationale. Quand j'ai embarqué, j'ai le petit jeune de 17-18 ans qui skie avec ses idoles. Puis éventuellement, les Michael, puis d'autres gens de mon âge m'ont rejoint. Fait que là, on avait comme notre gang d'amis où on était ensemble, puis on faisait tout ensemble, puis on était indestructibles. Puis éventuellement, il y en a qui prennent leur retraite, puis il y en a qui s'ajoutent. Puis là, je suis devenu un des plus vieux sur l'équipe
Puis on dirait que tout ça s'est fait en claquement de doigts. On sait comment la vie passe vite. Puis j'étais le vétéran, puis il y avait des plus jeunes. Puis des plus jeunes que j'avais vu skier, avec qui j'ai des photos, que moi j'avais 19, 20 ans, j'étais sur les Coupes du Monde, puis eux avaient 9, 10 ans. Puis là, ils se ramassaient sur l'équipe avec moi. Fait que là, mon chapeau a complètement changé. Là, j'étais la personne qui regardait, puis j'étais le modèle. Fait que je pense dans une carrière de sport, de sport amateur particulièrement, c'est puissant, ça. Il n'y a pas nécessairement un salaire au bout de la ligne qui nous motive ou qui nous permet nécessairement d'avancer loin dans la vie. Mais tous ces moments-là de cheminement, que ça soit de recrue à un vétéran, c'est des chapeaux, des expériences qui sont vraiment, vraiment hot. Puis c'est pour ça que moi, le sport a une place aussi importante dans ma vie. Puis c'est pour ça que j'encourage beaucoup le développement à travers le sport. Puis que je parle souvent de sport comme une école de la vie. Merci de ton partage, d'avoir accepté l'invitation. C'était super cool. Juste avant de terminer, as-tu des trucs qui s'en viennent? As-tu des conférences sûrement virtuelles ou je pense que tu as un défi Leucan là, qui est en cours en ce moment ou quelque chose comme ça, non? Oui, le défi Leucan, écoute, c'est fait. Pour ma part, j'ai fait mon défi. Le défi Leucan, je suis ambassadeur pour le défi Ski Leucan depuis 5 ans. Puis je suis allié avec la montagne de Stoneham, qui est un des endroits où ils font l'événement. Ça roule en mode virtuel, là, c'est un peu différent cette année. Là, ça roulait du 13, je ne sais même plus quelle date on est le 18, du 13 au 21 mars. Donc, il reste 3 jours pour les gens pour relever leur défi. Moi, je l'ai fait, c'était super. Moi, je l'ai fait à Vail, évidemment, au Colorado. Puis mon équipe avait ma soeur avec mes 2 nièces qui ont 7-8 ans. Puis, qu'on s'envoie des photos. Puis ça a été un petit défi familial qu'on a fait. Eux l'ont fait à Stoneham, je l'ai fait à Vail, puis c'était bien le fun. J'ai une compétition avec ma gang, qui est notre dernière compétition qui s'en vient la semaine prochaine. C'est les championnats nationaux. Donc, il faut que je cours faire mon test COVID là, cet après-midi. OK. Fait que ça, nous autres, il nous reste encore quelques semaines ici de ski. Fait qu'on va en profiter jusqu'à la fin. À part de ça, écoute, je suis bien impliqué dans différentes choses, là, que ce soit au ski accro à Québec, mais avec... j'étais impliqué beaucoup avec le Comité olympique canadien. J'étais au sein de la commission des athlètes. Fait que toutes des choses qui me gardent super occupé. Puis j'essaie de profiter un peu des montagnes rocheuses aussi dans lesquelles je suis en ce moment. Parce que je sais pas si je vais rester ici à long terme. Fait que j'essaie de profiter à fond de mon expérience ici. Puis c'est pas mal ça, là. Ouais, c'est ça, un petit paradis pour un skieur là, à plus de 2000 mètres d'altitude. Disons que tu dois être dans ton élément, là. Honnêtement, c'est le best. Tu sais, c'est comme un rêve de jeunesse, honnêtement. J'ai regardé des films quand j'étais jeune, évidemment. Puis après ça, j'allais skier à Stoneham. Fait que je voyais les montagnes rocheuses, puis les gens dévalaient des couloirs, puis des montagnes avec la neige éternelle. Puis je voyais ça, puis j'étais un jour, je ferai ça. Fait que j'ai l'impression que maintenant, c'est mon quotidien. Fait que c'est pas à plaindre, mettons. Non, c'est ça. Merci. Je vais juste arrêter l'enregistrement.